L'invitation pour le dîner dominical fut une surprise. Mes parents ne m'avaient pas invité depuis des mois. Pas depuis que j'avais refusé de leur prêter 50 000 € pour le mariage de ma sœur cadette, Chloé, dans une destination de rêve. Mon frère, Thomas, m'avait traité d'égoïste, me rappelant comment ils avaient soutenu mes études, oubliant commodément que j'avais cumulé plusieurs petits boulots pour financer mes études de médecine pendant qu'il finançait ses entreprises ratées. Pourtant, quelque chose dans l'insistance de ma mère me rendit méfiante. Après 15 ans en tant que chirurgienne aux urgences, j'avais développé un sixième sens pour les tempêtes imminentes. Cette invitation à dîner ressemblait à des nuages d'orage qui s'accumulent à l'horizon. Je me suis garée devant leur maison de banlieue dans ma modeste Honda Civic. J'avais appris il y a longtemps à ne montrer aucun signe de réussite financière autour de ma famille. La dernière fois qu'ils avaient vu ma Mercedes, cela avait déclenché une leçon de morale de 3 heures sur les obligations familiales et sur le fait que je devrais partager ma réussite. La BMW de Chloé et la nouvelle Audi de Thomas étaient déjà garées dans l'allée. Bien sûr, ils étaient là. C'était clairement un guet-apens familial. Amélie. Le sourire de maman était trop éclatant en ouvrant la porte. Tu es enfin là. Tout le monde t'attend. La table de la salle à manger était dressée avec le plus beau service en porcelaine de maman, un autre signal d'alarme. Papa était assis en bout de table, une enveloppe Kraft à côté de son assiette. Chloé et Thomas l'encadraient, arborant tous deux des expressions qui me rappelaient des chats ayant trouvé un oiseau blessé. Eh bien, regardez qui a daigné nous honorer de sa présence, lança Chloé avec un sourire en coin. À 32 ans, ma sœur cadette n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois, mais elle avait perfectionné l'art de manipuler nos parents. Trop occupée à sauver des vies pour rendre visite à sa famille. J'ai ignoré sa pique en prenant place. Merci de m'avoir invité, maman. Quelle est l'occasion ? Des parents n'ont pas le droit de vouloir dîner avec leur fille, demanda papa, mais sa main reposait de manière protectrice sur l'enveloppe Kraft. Maman servit son fameux poulet rôti. Un autre drapeau rouge. Elle ne le préparait que lorsqu'elle voulait quelque chose. J'avais à peine pris 2 bouchées que papa s'éclaircit la gorge. Amélie, nous devons discuter de quelque chose d'important. Il sortit des documents de l'enveloppe. Ta mère et moi avons mis à jour notre testament. Nous avons réfléchi à notre héritage, poursuivit maman de sa voix bien rodée, pour nous assurer que notre patrimoine soit distribué de manière appropriée. Thomas se redressa, essayant de paraître solennel, mais sans parvenir à cacher son sourire narquois. Chloé ne prit même pas la peine de dissimuler sa satisfaction. Nous avons décidé, annonça papa, qu'étant donné ta situation financière, tu n'as pas besoin d'héritage. La maison, nos économies, tout sera partagé entre Chloé et Thomas. Je posai ma fourchette, le métal cliquetant contre la porcelaine fine. Ma situation financière ? Eh bien, tu es médecin, dit maman comme si cela expliquait tout. Tu gagnes assez d'argent. Tes frères et sœurs en ont plus besoin. Je regardai Chloé, vêtue de vêtements de créateur et arborant une nouvelle bague de fiançailles, puis Thomas, qui revenait de ses 3e vacances de l'année. Ni l'un ni l'autre ne s'était jamais entièrement assumé, comptant toujours sur la générosité de nos parents. De plus, ajouta Chloé d'un ton mielleux, tu as tourné le dos à la famille quand tu as refusé d'aider pour mon mariage. La famille, c'est fait pour s'entraider. Maman posa sa main sur le testament, ses yeux rencontrant les miens avec une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. Tu n'auras pas un centime, Amélie. C'est définitif. La pièce devint silencieuse, tout le monde attendant ma réaction. Il s'attendait à des larmes, des protestations, peut-être des supplications. Au lieu de ça, je souris. Très bien, dis-je calmement en me levant. Alors n'attendez pas un seul centime de ma part non plus. Ni maintenant, ni jamais. Qu'est-ce que tu veux dire par là, exigea Thomas. Je pris mon sac à main, ma voix ferme. Ça veut dire exactement ce que j'ai dit. Ne m'appelez pas quand vous aurez besoin d'argent. Ne m'appelez pas en cas d'urgence médicale. Ne m'appelez pour rien. Tu fais du cinéma, ricana maman. Où irait-il d'autre pour une aide médicale ?
Chez n'importe quel médecin qui les traitera sans mes recommandations ou mes relations, dans n'importe quel hôpital qui les acceptera sans que ma réputation ne garantisse leur facture, chez n'importe quel spécialiste qui les verra sans ma recommandation. La confiance commença à s'effacer de leur visage à mesure que mes mots faisaient leur effet. « Tu ne ferais pas ça », murmura Chloé. « Regardez-moi faire. » Je me dirigeai vers la porte, puis me retournai une dernière fois. « Vous avez fait votre choix. Maintenant, vivez avec. » En m'éloignant en voiture, je pouvais les voir à travers la fenêtre de la salle à manger, les têtes penchées les unes vers les autres, se félicitant probablement de m'avoir remise à ma place. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Parfois, les pires tempêtes sont celles qu'on ne voit pas approcher. Le premier signe de problème est apparu 3 semaines après le dîner. Thomas m'a appelé 17 fois en 1 heure. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale, me souvenant des yeux froids de maman déclarant que je n'aurais pas un centime. Le 18e appel provenait de l'hôpital où j'étais chef du service de chirurgie d'urgence. « Docteur Leroy », dit mon collègue, le docteur Martin, « votre frère Thomas est aux urgences. Douleurs abdominales sévères. Il exige de vous voir spécifiquement. » « Je ne suis pas disponible », répondis-je calmement. « N'importe lequel de nos chirurgiens qualifiés peut s'en occuper. » Il y eut une pause. « Il a des difficultés avec les arrangements de paiement. Il a mentionné que vous vous en occupiez habituellement. » Bien sûr, j'avais discrètement organisé des traitements préférentiels et géré des plans de paiement pour ma famille pendant des années. Il n'avait aucune idée du nombre de ficelles que j'avais tirées, du nombre de faveurs que j'avais demandées. Plus maintenant. Traitez-le comme n'importe quel autre patient. Thomas avait besoin d'une appendicectomie d'urgence. Sans mon intervention, il dut faire face au coût total, 35 000 €. Ses multiples échecs commerciaux lui avaient laissé une très mauvaise cote de crédit, et le patrimoine de nos parents était principalement immobilisé dans leur maison. Une semaine plus tard, ce fut le tour de Chloé. Elle skiait à Courchevel, un autre voyage de luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre, et s'était déchiré les ligaments croisés du genou. Mon téléphone explosa d'appels. « Amélie, s'il te plaît », sanglotait-elle dans un message vocal. Le spécialiste ici ne veut pas me voir sans un paiement d'avance. Maman et papa ne peuvent pas aider à cause des factures d'hôpital de Thomas. Je sais ce qu'ils ont dit au dîner, mais je suis ta sœur. J'ai effacé le message. Le vrai cauchemar frappa 2 semaines plus tard. Papa eut une crise cardiaque. L'appel hystérique de maman arriva à 3 heures du matin. « Amélie, ton père. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. L'hôpital demande 150 000 € pour la chirurgie cardiaque. Ils ne la feront pas sans arrangement de paiement. Il a besoin du meilleur chirurgien. » J'étais déjà à l'hôpital. J'avais été prévenue dès son admission. Je me tenais devant sa chambre, regardant à travers la vitre alors qu'il était allongé là, connecté à des moniteurs. « Le meilleur chirurgien cardiaque », dis-je au téléphone. Ce serait le docteur Dubois, qui, par coïncidence, ne prend que des patients sur recommandation spéciale, généralement de ma part. « Amélie, s'il te plaît », la voix de maman se brisa. « Ce que tu veux, nous changerons le testament. » N'importe quoi. Ceci ne concerne plus le testament, maman. Il s'agit d'années où vous m'avez considérée comme acquise. D'années où vous attendiez de moi que je résolve tous les problèmes tout en me traitant comme un distributeur de billets familial. Il est ton père. Et je suis ta fille, celle que vous avez déshéritée parce que je m'en sortais assez bien toute seule. Tu te souviens ? Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Il y a d'autres hôpitaux, dit finalement maman faiblement. Oui, il y en a. Et tous les chirurgiens cardiaques qui en valent la peine dans cette ville me connaissent. Ils connaissent mon travail. Ils apprécient mes recommandations. Bonne chance pour en trouver un qui acceptera une chirurgie à haut risque sans paiement d'avance. Surtout avec votre situation financière actuelle. Je raccrochai, regardant à travers la vitre maman retournée au chevet de papa. Elle semblait plus âgée, vaincue. Chloé et Thomas se blottissaient dans un coin, faisant enfin face à la réalité de leur choix. Une infirmière s'approcha de moi. « Docteur Leroy, les analyses de votre père sont revenues. Pas bonnes. »
J'ai hoché la tête, pensant à toutes les fois où je les avais sauvés, soutenus, protégés, et comment ils avaient récompensé ce dévouement par la cupidité et la manipulation. Merci, Julie. Veuillez vous assurer qu'ils reçoivent les protocoles de soins standards. Pas vos instructions habituelles de soins premium ? Demanda-t-elle, surprise. Non. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils doivent vivre avec. Les 48 heures suivantes transformèrent ma famille d'une manière que leur précieux testament n'aurait jamais pu le faire. J'ai observé à distance comment ils se démenaient pour trouver un financement pour l'opération de papa. Leur façade parfaite se fissura sous la pression. Chloé dut vendre ses sacs de créateurs. Thomas mit sa Rolex en gage. Et maman appela tous les parents pour leur demander des prêts. Le docteur Dubois, le chirurgien cardiaque, m'arrêta dans le couloir. Amélie, le cas de votre père. Je ne vous ai jamais vu refuser une recommandation pour un membre de votre famille. Les choses changent, répondis-je en mettant à jour le dossier d'un autre patient. Il devra être transféré à l'hôpital départemental. Les statistiques de réussite là-bas pour ce type de chirurgie, laissa-t-il sa phrase en suspens de manière significative. Parfois, les gens ont besoin de comprendre le coût réel de leur choix, dis-je doucement. Pas seulement en argent, mais en conséquence. Ce soir-là, je trouvai maman seule dans la chapelle de l'hôpital. Elle leva les yeux quand j'entrai, son maquillage strié de larmes. Nous avons trouvé un chirurgien à l'hôpital départemental, dit-elle d'une voix creuse. Le taux de réussite est plus bas, mais c'est ce que nous pouvons nous permettre. Je m'assis à côté d'elle, en gardant une distance professionnelle. Tu sais, maman, pendant 15 ans, j'ai été le filet de sécurité de la famille. Chaque urgence, chaque crise, chaque désastre financier, je l'ai réglé. Non pas parce que vous le demandiez gentiment, non pas parce que vous l'appréciez, mais parce que je croyais que c'est ce que fait une famille. Amélie, nous ne savions pas, non, vous saviez. Vous ne vous en souciez tout simplement pas. Vous voyez ma réussite comme une ressource à exploiter, pas comme un accomplissement à célébrer. Quand est-ce que l'un de vous m'a demandé pour la dernière fois comment s'était passée ma journée ? Ou parler des vies que je sauve ? Des semaines de 70 heures que je fais ? Elle resta silencieuse. Savais-tu qu'on m'a offert un poste de chef de service de chirurgie dans un grand hôpital parisien le mois dernier ? Bien sûr que non, car au dîner de famille où j'avais prévu de l'annoncer, vous étiez trop occupé à me déshériter. Les mains de maman tremblaient. Nous pouvons changer le testament. Il ne s'agit plus du testament. Il s'agit de respect. Il s'agit du fait que la famille signifie plus que simplement qui peut fournir quoi. Il s'agit de comprendre que le succès vient avec la responsabilité, pas avec le droit de tout exiger. Je me levai, ajustant ma blouse blanche. J'ai demandé au docteur Dubois de prendre le cas de papa. À titre gracieux. Sa tête se redressa brusquement. Pas à cause de tes larmes. Pas à cause du testament, mais parce que j'ai prêté serment de sauver des vies. Et je ne laisserai pas mon père devenir une victime de la cupidité de cette famille. Merci, Amélie. Elle commença à tendre la main vers moi, mais je reculai. Ne me remercie pas tout de suite. Il y a des conditions. Premièrement, Chloé et Thomas trouvent un travail, un vrai travail, pas leurs combines habituelles. Deuxièmement, toi et papa suivez une thérapie familiale. Troisièmement, vous apprenez tous à vous débrouiller seuls. Et si vous n'êtes pas d'accord, alors papa est transféré à l'hôpital départemental, et vous vivrez tous avec ce choix. 20 minutes plus tard, je les regardais signer l'accord que j'avais fait préparer par mon avocat. Chloé pleura en acceptant un poste d'assistante de bureau débutante. Thomas accepta de vendre sa voiture et de commencer à payer ses propres factures. Maman et papa s'engagèrent à des séances de conseil hebdomadaires. L'opération de papa fut un succès. Pendant sa convalescence, je lui rendis visite strictement en tant que son médecin, maintenant des limites professionnelles qu'il n'avait jamais pensé à respecter auparavant. 6 mois plus tard, les choses avaient changé. Chloé découvrit qu'elle aimait réellement gagner son propre argent. Thomas lança une petite entreprise légitime sans demander d'aide financière à la famille. Maman et papa apprirent à voir leurs enfants comme des adultes, pas comme des ressources ou des fardeaux. Le testament.
Ils le révisèrent pour tout diviser équitablement, mais à ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. Je les avais aidés à comprendre que le véritable patrimoine familial ne se mesure pas en héritage ou en dons, mais en respect, en indépendance et en soutien mutuel. Aujourd'hui, il y a une nouvelle photo de famille sur le mur de la maison de mes parents. Dessus, nous sommes tous debout ensemble lors de la cérémonie de ma nomination à Paris. Chloé porte des vêtements du prêt-à-porter, mais un sourire sincère. La cravate de Thomas est bon marché, mais sa fierté est réelle. Maman et papa ont l'air plus âgés, mais plus sages. Moi, je suis dans ma blouse blanche. Enfin vu non plus comme le distributeur de billets familial, mais comme la docteure Amélie Leroy, chef de service de chirurgie, et une fille dont la valeur s'étend bien au-delà de son compte en banque. Parfois, les leçons les plus difficiles exigent les limites les plus fermes. Et parfois, toucher le fond est le seul moyen pour une famille de construire des fondations plus solides. Ils n'ont plus jamais essayé de m'utiliser pour de l'argent. Au lieu de cela, ils ont appris quelque chose de plus précieux. Que la véritable valeur d'une famille ne se mesure pas en centimes et en euros, mais en respect, en développement personnel et en amour sincère. Le testament est maintenant dans un tiroir, largement oublié. Parce que nous avons tous enfin compris que le véritable héritage n'est pas ce qui est laissé derrière quand quelqu'un meurt. C'est ce que nous construisons ensemble pendant que nous sommes en vie. I'm going back to healing. I can't stay in that fight. So I do Z and X. I think it depends. I have some bound to like Q and E. I honestly cannot tell you what they are. But yeah, back up, bitch. Quicksilver reloads the next thing, but I do not have that. What's my melee? It is E. Yeah, stay back, bitch. Let's see how you do against the Lash. I wonder
what they have at the shop. Pull back. My one melee hit was G on him. Nina Ha, rise up and take what you deserve. You're outclassed. I hate this range. I never can get it. Rip. It's fine. It's fine. It's fine. It's fine. I'm gonna go hit that crystal so I can stay in the fight. Good idea. Trap is checked. Yamato was almost dead. Where is she? Fell back. Yeah.